Il va falloir que je parle fort parce que les voisins on les entend bien ici. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu plus soft que d'habitude puisque je vais vous faire une présentation des 5 clans les plus mémorables à la WWE. Alors comme d'habitude je vais me concentrer exclusivement sur la WWE, donc je ne parlerai pas ni de la NWO, ni des Four Horsemen ou encore du Bullet Club. Mais l'une de ces 3 factions emblématiques va bientôt avoir son propre épisode dans Retour sur l'Histoire, je vous laisse deviner laquelle. Bien revenons-en à nos moutons et à nos clans légendaires en l'occurrence. Ces fameux clans, que l'on peut donc appeler factions, ont souvent été très importants à la WWE, parfois même primordial et au cœur des plus grosses storylines proposées par la compagnie. Mais alors il y a un point sur lequel j'ai buté quand j'ai écrit cette vidéo, comment discerner un clan d'une équipe ? Eh bien une équipe se compose souvent de 2 ou 3 catcheurs maximum, alors que pour un clan on est souvent bien au-dessus de ce nombre. On dit par exemple bien plus souvent l'équipe du New Day et non le clan New Day. Donc ne vous attendez pas à trouver des trios dans cette vidéo. Et juste avant de démarrer ce classement, parce que oui aujourd'hui j'ai décidé de les classer, laissez-moi vous dire que mon dernier top 5 gaming est sorti, c'est une vidéo qui retrace les jeux de football historiques qui sont souvent les ancêtres des jeux auxquels on joue encore aujourd'hui. Installez-vous confortablement, je vous emmène à la découverte de 5 clans absolument mythiques. Et à la 5e place de ce classement, je vais vous parler d'un clan qui n'a pas forcément marqué l'histoire pour de bonnes raisons, je vous parle aujourd'hui du Nexus. Le Nexus signifie le lien en anglais, et effectivement chaque membre de ce clan avait un lien particulier. Ce sont en fait les premiers participants de l'émission NXT qui regroupait à l'époque des catcheurs débutants et leurs mentors qui étaient des superstars de la WWE. Wade Barrett est le premier vainqueur de l'émission NXT et à ce titre il devient le leader d'un nouveau clan révolutionnaire composé à la base de Darren Young, Heath Slater, Daniel Bryan, Justin Gabriel, David Otunga et Michael Taver. Le groupe fait ses débuts à Raw le 7 juin 2010 lors du main event opposant John Cena à CM Punk. Wade Barrett débarque au ring avec ses anciens partenaires, ils attaquent les lutteurs, les commentateurs et le personnel puis détruisent complètement le ring. D'ailleurs, pendant cette agression, Daniel Bryan étrangle l'annonceur Justin Roberts avec sa propre cravate, puis crache au visage de John Cena. Cet excès d'adrénaline lui est fatal puisque 4 jours après cet incident, Daniel Bryan est licencié par la WWE. Lors de l'édition de Raw du 14 juin 2010, les membres du Nexus expliquent leur geste en évoquant un manque de considération de la compagnie envers eux. Et le Nexus va alors enchaîner les interventions en tout genre. D'abord lors du pay-per-view Fatal 4-Way, puis Money in the Bank, mais également lors de Raw en s'en prenant aux plus grandes stars du roster, mais aussi aux légendes comme Ricky Steamboat ou Bret Hart. La révolte sonne du côté de la WWE et une équipe est alors composée pour régler le compte de ces jeunes loups prétentieux. Et l'affiche a de quoi faire rêver, 7 contre 7 lors du main event de SummerSlam 2010, opposant le Nexus à une équipe WWE menée par le leader John Cena. Et c'est justement lors de cette édition de SummerSlam 2010 que tout a commencé à partir en vrille pour le Nexus. Malgré une belle prestation des jeunes catcheurs, le Nexus perd ce match au sommet contre la team WWE et un John Cena juste invincible ce soir-là. Et suite à cette défaite, le clan se disloque et des catcheurs comme Darren Young et Skip Sheffield quittent alors le groupe. D'autres membres viennent compléter les rangs tandis que la rivalité contre John Cena se poursuit dans les mois suivants. John Cena se retrouve même membre temporaire de la Nexus dans le cadre de la rivalité. Mais bien que le clan continue de se développer au fil des mois et des titres gagnés, le clan semble stagner. Le leader, Wade Barrett, ne parvient pas à s'emparer du titre mondial et sa place est alors remise en question. Et c'est à ce moment-là que CM Punk, alors blessé, commence à s'intéresser de près au clan qui est toujours en rivalité contre John Cena. Le natif de Chicago intègre très vite le groupe pour en prendre immédiatement le leadership en évinçant au passage Wade Barrett. Le New Nexus naît en 2011, mais ne vivra pas très longtemps. Le clan s'en prend méchamment Randy Orton, qui campe alors le rôle du face dans la rivalité. Un match est organisé entre le leader CM Punk et Randy Orton, qui verra la victoire de la Vipère dans un WrestleMania 27 loin d'être fameux. CM Punk est indirectement responsable de la fin de la New Nexus et de l'entité en général, puisque sa promo Pipe Bomb en juin 2011 casse les codes du catch à la télévision, et sa rivalité suivante avec John Cena ne concernera quasiment plus le clan Nexus. Et au 1er août 2011, David Otunga et Michael McGillicuddy sont les 2 derniers membres de la New Nexus, marquant au passage la fin officielle de ce clan prometteur. La Nexus est un clan qui aurait largement pu rentrer dans l'histoire en frappant la WWE d'un grand coup. Bien que ses membres soient quasiment tous des rookies, il est clair qu'ils n'ont pas toujours bénéficié de scénarios qui les feraient devenir forts et crédibles aux yeux des fans. Et finalement, parmi les membres originels de cette faction, seul Daniel Bryan a su tirer son épingle du jeu, tous les autres catcheurs ont depuis quitté la promotion. Le Nexus est un clan qui a tantôt brillé, tantôt déçu, mais en tout cas il ne laisse personne indifférent. Alors oui, quand on pense à la Wyatt Family, on pense d'abord au trio Wyatt, Rowan et Harper, mais il faut se rappeler que le clan a compté d'autres membres comme Braun Strowman, Daniel Bryan ou encore Randy Orton. Et la Wyatt Family a fait régner la terreur à la WWE durant la dernière décennie.
Arrivé en 2013 sur le devant de la scène un petit peu après le Shield, la famille dérangée a tout de suite frappé un grand coup. Très vite, cette nouvelle faction intrigue, d'autant plus que son leader Bray Wyatt campe un personnage totalement novateur dans l'univers de la WWE. Bray Wyatt n'était pas à l'époque qu'un simple personnage, mais il représentait un univers qu'il avait lui-même façonné. Son côté mystique plaçait déjà le Bray Wyatt de 2016 en tant que catcheur à part au sein des rosters. Et la WWE ne s'y trompe pas puisqu'elle fait de la Wyatt Family le clan majeur durant cette période. Pas mal de bonnes rivalités par équipe notamment et des matchs de main event qui placent alors Bray Wyatt dans les top catcheurs de la compagnie. Après une première pause du clan entre 2014 et 2015, le trio se reforme et intègre alors Braun Strowman comme membre officiel. On se rappelle notamment de quelques segments marquants comme la rencontre entre le clan et The Rock lors de WrestleMania 32. L'apogée du groupe se déroule lors de Elimination Chamber 2017, où le patriarche Bray Wyatt remporte la ceinture de champion WWE avant d'être défié par Randy Orton, qui entre-temps avait rejoint le clan. Et au final, la Wyatt Family n'a jamais vraiment eu de fin. On peut quand même regretter les nombreuses blessures qu'ont eu ses membres, et notamment Rowan et Harper qui ont longtemps été sur la touche. La draft de 2017 a définitivement enterré le clan, laissant Bray Wyatt se perdre dans la mid-card de Raw. Le mangeur de monde s'est pourtant bien relevé de cette période sombre, puisqu'il est désormais devenu l'une, si ce n'est la plus grande attraction à la WWE. Et malheureusement avec les départs combinés de Harper et Rowan, pas sûr qu'on revoie un jour la Wyatt Family au complet. Ah, si jamais j'avais fait ce classement en fonction de mes goûts personnels, j'aurais assurément mis ce clan à la première position. Initialement, la Hart Foundation est une équipe composée de Bret Hart et Jim Neidhart qui luttaient à la WWF dans les années 80. Mais aujourd'hui, je vous parle du clan qui est resté dans toutes les mémoires. La Hart Foundation est un clan formé en 1997 par Bret Hart et qui réunit plusieurs catcheurs talentueux sous la même bannière. Bret Hart donc, qui en 97 traverse une période difficile, aussi bien à l'écran que dans les coulisses. Cette frustration réelle lui permet de tourner heel après son match face à Austin lors de WrestleMania 13 et de faire passer son aigreur à travers son personnage à l'écran. Il s'entoure alors de son partenaire de toujours et beau-frère par la même occasion Jim Neidhart, qui est au passage le père de Natalya. Owen Hart, le jeune frère du Hitman, rejoint le clan après avoir auparavant été en rivalité contre lui. Le British Bulldog, qui est dans la vie le beau-frère de Bret Hart puisqu'il est marié à sa sœur Diana, fait également partie de l'aventure. Et enfin Brian Pillman, qui a été entraîné au catch au donjon des Hart par Stu Hart, le patriarche de la famille et le dernier membre du clan. Comme vous l'aurez compris, ce clan c'est donc bel et bien une affaire de famille. Tous ensemble, ils forment une faction pro-canadienne et anti-américaine. Ils sont donc naturellement heel et campent le rôle des méchants de service. Et ça marche plutôt bien, notamment aux États-Unis où les fans détestaient le groupe. Mais au Canada, c'est bien différent et notamment à l'occasion du pay-per-view In Your House Canadian Stampede qui se déroule en 97 à Calgary, la ville de la famille Hart. Et pour ce pay-per-view particulier, la Hart Foundation affronte alors une équipe de catcheurs face menée par Stone Cold Steve Austin qui est toujours en rivalité avec le Hitman à ce moment-là. Un match à l'émotion et à l'intensité rare qui voit la Hart Foundation s'imposer dans ce qui représente l'un des derniers grands moments de gloire du Hitman à la WWE et dans sa carrière en général. Et puis Canadian Stampede, c'est également le dernier moment de communion et de joie du groupe avant une grosse série de drames. Brian Pillman est le premier à nous quitter quand il succombe à une crise cardiaque 3 mois après ce show. Owen Hart, quant à lui, disparaît en 1999 après un terrible accident durant son entrée au ring. Davey Boy Smith meurt en 2002 également d'une crise cardiaque, laissant 2 enfants derrière lui. Plus récemment, c'est Jim Neidhart qui est décédé à 63 ans après avoir chuté, il avait un début de maladie d'Alzheimer. Et enfin Bret Hart, même s'il est aujourd'hui le dernier membre toujours en vie, n'a pas été épargné par les catastrophes. D'abord victime d'une commotion cérébrale sur les rings de la WCW en 2000, Bret Hart est passé proche de la mort en 2002 après un accident de vélo en montagne. Récemment, il a vaincu un cancer de la prostate et il se bat actuellement contre un cancer de la peau. Difficile de dire si ce clan est maudit, mais il est clair que de nombreux drames sont venus malheureusement façonner la légende d'un clan qui est resté dans les mémoires de la WWE. Je pense d'ailleurs qu'un petit retour sur l'histoire sur Bret Hart s'impose. Evolution is a mystery. Voici les premières paroles du thème d'un clan aussi mythique que dangereux. Un clan mystérieux peut-être, mais surtout un groupe de catcheurs durs, méchants et virils qui étaient tout simplement là pour dominer la WWE. Tout commence en 2002 lors du show Unforgiven pour l'Evolution. Triple H défend son championnat du monde poids lourd contre Rob Van Dam, qui est sur le point de remporter la ceinture, quand Ric Flair intervient permettant à Triple H de conserver son titre. Un lien fort se crée alors entre les deux hommes et Ric Flair devient le manager de Triple H. Puis les deux jeunes stars, Batista et Randy Orton, sont accueillis par Triple H et Ric Flair. Le clan est alors fondé le 3 avril 2003 et s'appellera Evolution. Le nom n'est pas choisi au hasard puisqu'il représente l'évolution du catch avec l'ancien Ric Flair, le présent Triple H et le futur avec Orton et Batista. Les véritables débuts de l'évolution comme on la connaît ont d'ailleurs lieu en mai 2003 après que Randy Orton se soit blessé à l'épaule durant les premières semaines du clan.
Triple H est alors champion du monde poids lourd comme souvent à l'époque et il est pris dans une rivalité farouche contre le puissant nouvel arrivant Bill Goldberg. Et le Game et son équipe usent alors de toutes les tricheries et les fourberies pour toujours s'assurer de conserver la ceinture ou au pire la récupérer rapidement. D'ailleurs, la véritable apogée du groupe, si l'on peut dire ça comme ça, se passe durant le show Armageddon 2003 où le gang prend possession des 4 titres de Raw. Mais à partir de 2004, tout commence à s'effondrer pour le groupe. En premier lieu, Triple H perd le titre de champion du monde à WrestleMania 20 face à Chris Benoit. Et c'est Randy Orton qui récupère la prestigieuse ceinture lors de SummerSlam 2004. C'en est trop pour le cérébral assassin qui attaque violemment son jeune poulain, vexé par la situation. L'Évolution perd donc son membre le plus prometteur à l'été 2004 avant de connaître d'autres tracas. En effet, début 2005, c'est cette fois-ci Batista qui remet en cause le leadership de Triple H. Et les choses ne s'arrangent pas quand Batista gagne le Royal Rumble 2005 et obtient le choix d'affronter le champion de son choix lors de WrestleMania 21. Il choisit son ex-mentor et désormais ennemi Triple H pour un match au sommet dans le plus grand des shows. Et l'Évolution est officiellement dissolue lors de la victoire de Batista dans le main event de WrestleMania 21. 2 années, c'est le temps qui a été donné à ce gang pour briller. Et ça a été plus que suffisant. L'Évolution n'a pas été qu'un simple groupe, ça a été une opportunité formidable pour au moins 3 des 4 catcheurs engagés. Cette période entre 2003 et 2005 a permis à Randy Orton et Batista de s'élancer vers les sommets, tandis que Ric Flair a obtenu une nouvelle opportunité de briller dans un rôle taillé sur mesure, et ce alors qu'il avait déjà plus de 50 ans. Et puis, au moment où on n'y croyait plus, la WWE a ressuscité l'Évolution pour un court moment. Ce comeback a eu lieu en 2014, juste après WrestleMania 30. Daniel Bryan venait alors de réaliser son rêve et d'humilier l'autorité. Batista, quant à lui, venait de faire son retour et tous les ex-membres de l'Évolution catchaient alors en tant que heel. Le groupe s'est alors reformé pour entrer en rivalité contre la nouvelle équipe en vogue, le Shield. 2 matchs au sommet entre les 2 trios lors des shows Extreme Rules et Payback qui ont permis aux membres du Shield de briller avant leur séparation programmée. Et une belle manière de dire adieu à un clan qui a littéralement secoué le monde du catch au début des années 2000. Si Triple H a été le leader incontesté de l'Évolution, il a également fait partie d'un autre clan absolument légendaire. Tout fan de catch a forcément déjà entendu parler de la mythique D-Generation X. Un clan novateur à l'époque qui a su traverser les âges et se renouveler pour faire vibrer plusieurs générations. Et tout commence en 1997. Nous sommes alors en pleine Attitude Era et l'air est à la folie chez Vince McMahon. Le groupe D-Generation X, je vais le dire en français ce sera plus simple, naît en août 97 quand Triple H, Shawn Michaels, Chyna et Rick Rude s'associent. DX à la base, c'est une bande de rebelles qui enfreignent les règles en ne respectant personne et surtout pas l'autorité de la compagnie. Cette toute première version du clan était adorée par les fans qui voyaient en DX une réponse parfaite au groupe phare de la WCW, la NWO. Malheureusement, la première retraite de Shawn Michaels, qui était le leader, a mis à mal le groupe qui a dû se réinventer pour subsister. Triple H est alors devenu leader d'un groupe qui est tout de suite devenu beaucoup plus sérieux et compétitif grâce au recrutement de talents comme les New Age Outlaws ou encore l'ex-membre de la NWO, X-Pac. C'est d'ailleurs en 1998 que DX tente d'investir les locaux de la WCW ainsi que l'arène où ils produisent leurs shows en direct. C'est également durant cette année-là que le clan entre en rivalité contre une autre faction importante de l'Attitude Era, la Nation of Domination. Le groupe a énormément diverti les fans entre 97 et 2000 et a permis à la WWE de se maintenir sur le devant de la scène et vaincre la WCW dans la guerre des audiences. Mais en 2000, le groupe se sépare après que Triple H ait décidé de changer de cap en s'alliant au McMahon. Et alors que l'on pensait la faction D-Generation X éteinte à jamais, la WWE a remis le clan sur le devant de la scène en 2006. Et la DX de 2006 est assez différente des premières versions. Uniquement composée de Shawn Michaels et Triple H, cette version est plus édulcorée et politiquement correcte. Le duo va lutter ensemble pendant quasiment toute l'année 2006 en se moquant allègrement de la famille McMahon. Mais l'équipe se sépare au début de l'année 2007 après que Triple H se soit gravement blessé à la jambe. D'ailleurs, petite anecdote, Triple H était prévu pour affronter à nouveau le champion John Cena lors de WrestleMania 23, et du coup il devait prendre sa revanche sur celui qu'il avait fait abandonner un an auparavant. Mais au final, c'est Shawn Michaels qui a intégré le main event à la place de son ami blessé. D-Generation X s'est réuni une dernière fois en 2009, juste avant la retraite de Shawn Michaels, pour un dernier run, et même l'obtention des titres par équipe. En 2019, ce clan légendaire est entré au Hall of Fame de la WWE. DX est l'un des clans majeurs dans le monde du catch, sans doute le clan le plus emblématique de la WWE. Et vous alors, quel est le clan qui vous a le plus marqué à la WWE? Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les clans mythiques à la WWE, j'espère que le sujet vous a plu une fois de plus. D'autres groupes célèbres auraient pu figurer dans cette liste, comme Nation of Domination ou le Ministry of Darkness qui ont marqué l'Attitude Era. Mais également certains clans comme la Corporation ou l'Autorité qui représentaient une direction d'entreprise complètement sadique. La WCW a également créé des clans fabuleux comme la NWO ou les Four Horsemen.
Et enfin, je suis assez curieux de voir quel sera le prochain gros clan chez Vince McMahon. Est-ce que l'Undisputed Era réussira à s'imposer dans les rosters principaux? Ou est-ce qu'un nouveau clan fera l'unanimité dans les prochaines années? C'est ce que nous verrons dans le futur. Voilà, c'était Dr Wrestling, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un prochain top 5 ou un nouveau retour sur l'histoire, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.